Très bien, je vous remercie à tous d'être venus. Malheureusement, on va devoir fermer la porte parce que c'est complet. Très bien. Bonjour à tous, je suis Gauthier Chantrel, interne à Lille et vice-président de l'ISNAR IMG. Je vous remercie d'avoir choisi notre atelier Prête-moi ton corps. Je remercie également toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans son élaboration, et notamment ma binôme Anne Michelotti. Tout d'abord, je précise que je n'ai aucun lien ni conflit d'intérêt avec le thème abordé, ni avec les intervenants présents ce jour. Je serai accompagné des experts suivants, le docteur Emmanuel Godot et le docteur Christian Michel, qui sont tous deux médecins généralistes et anthropologues, et le professeur Régis Vandenmersch, expert en bioéthique et en santé publique. En médecine, le corps est au centre de tout. C'est le support charnel de la santé, mais aussi celui de la maladie. Les premiers écrits retrouvés parlaient de l'état du corps sans le dissocier de l'âme et initialement de la religion. C'est la période de la médecine mystique. D'après Platon, au IVe siècle avant Jésus-Christ, le corps est le tombeau de l'âme. Toute maladie est l'expression dans le corps de la personne d'un phénomène divin. À partir du XVIe siècle, avec les anatomistes, le corps humain est pour la première fois mis à l'écart de l'homme qui l'incarne. André Vézal brisera les tabous de la société et de la religion en pratiquant de nombreuses dissections. L'apparition en 1543 de son De Humani Corporis Fabrica est un tournant symbolique qui mène à la représentation moderne du corps. Progressivement, dans les mentalités scientifiques, apparaît alors la notion de dualité. Un peu plus tard, Descartes et son cogito prolongera dans l'histoire la dissociation de l'âme et son corps. De nos jours, la tendance croissante de la médecine est de réduire le corps à des paramètres quantifiables et de rejeter le corps perçu par le patient. Notre médecine contemporaine a exacerbé la dissociation des corps, un corps morcelé, exploré, imagé. Le professeur Falissard, psychiatre et expert en santé publique à l'INSERM, disait « Nos sociétés ont poussé très loin le clivage corps-esprit. » Mais il semble qu'il n'en soit pas de même pour les patients. Si dans le champ social, ils semblent objectiver leur corps avec des tatouages, des piercings, paradoxalement, dans le champ médical, ils n'en restent pas moins attachés à une considération globale du corps de la personne. Mais alors que la vision du corps par le patient et par le médecin semble s'opposer, comment appréhender le corps du patient au cours de la consultation ? Pour y répondre, nous expliquerons dans un premier temps quelle vision et pourquoi nous avons, nous, soignants du corps humain. C'est le corps vu par le soignant. Nous parlerons ensuite de la perception du patient de son corps au cours de la consultation. C'est le corps vécu par le patient. Enfin, nous verrons comment le corps vu et le corps vécu se rencontrent au cours de la consultation. Comment et pourquoi considérer le corps de son patient dans la relation médecin-malade. Qu'en est-il de la vision du corps par le médecin ? Tout au long de notre pratique, nous sommes en contact quotidien avec la mort, la maladie, les corps vieillis, mutilés par la maladie ou la souffrance. Notre vision est marquée de l'empreinte de notre médecine moderne, celle d'un corps analysé depuis son anatomie jusqu'à son génome, en passant par son histologie, sa biochimie, sa biologie moléculaire. Le corps est exploré, imagerie fonctionnelle, coloscopie, fibro, radiologique, scanner, IRM, radio. Ce morcellement aboutit à un tel détachement du corps par rapport à la personne qu'il n'est pas rare d'entendre « quelle belle tumeur ». Nous perdons la vision naïve de nos congénères ou celle que nous avions nous-mêmes avant de commencer nos études. Ne direz-vous pas que votre propre vision du corps a évolué tout au long de votre cursus ? Notre formation, à l'instar de tout autre, peut être qualifiée d'unique. Au gré de ses différentes composantes, aussi bien la formation théorique que pratique, ou même son folklore, elle nous amène à adopter le rapport au corps qui nous permettra d'affronter toutes les circonstances de notre exercice. Un des exemples les plus frappants est la dissection. Léonard de Vinci disait à son sujet, dans son traité de la peinture, qu'elle était essentielle à la connaissance du corps humain. Considérée par certains comme une méthode archaïque d'enseignement, elle a parfois même été retirée, bien que souvent par manque de corps.
Une étude menée en Australie entre 1959 et 1963 a montré que la vertu pédagogique était augmentée lorsque la pièce disséquée était présentée sur table, donc non réalisée par l'étudiant lui-même. La majorité des pays conservent pourtant cet outil d'apprentissage. Et on peut se demander pourquoi. Outil historique de la connaissance du corps humain, aurait-elle aujourd'hui un rôle de rite de passage ? Les fresques dans les salles de garde sont un autre exemple, où le corps, parfois dans son côté macabre, nous saute aux yeux. Les obscénités représentées ont été interprétées en 1957 par Georges Bataille, anthropologue et philosophe, comme une épreuve nécessaire afin d'obtenir l'indifférence par rapport au corps. Docteur Emmanuel Godeau, médecin généraliste et anthropologue, vous êtes l'auteur de « Esprit de corps, sexe et mort dans la formation des internes en médecine ». Pouvez-vous nous dire en quoi notre formation change-t-elle notre perception du corps ? Merci. Bonjour. Ça va, vous m'entendez bien ? Bien, alors on a chacun 10 minutes. Donc j'ai décidé, parce que 10 minutes c'est court, de ne parler que des dissections, bien que dans le travail que j'ai fait comme anthropologue, j'ai aussi travaillé sur les fresques, mais si après il y a des questions, on pourra parler des fresques si vous voulez. Donc l'idée c'est donc de parler de la dissection et comment ça se fait que, comme Gauthier vous l'a rappelé, alors qu'on sait qu'il y a d'autres méthodes qui sont plus efficaces pour apprendre l'anatomie, comment ça se fait qu'on continue quand même à disséquer ou du moins à organiser des travaux pratiques d'anatomie ? Eh bien, ce que je voudrais vous montrer en 10 minutes, c'est parce que ce temps des dissections a une efficacité symbolique forte et joue un rôle central dans la construction du personnage du médecin, dans lequel le corps est central. Et donc là, ça va être la première fois lors de ces dissections qu'on va en quelque sorte professionnaliser sa perception du corps et de la mort. Alors, vous devez vous rappeler que juste avant les premières dissections, on est un peu ambivalent, c'est-à-dire à la fois on dit c'est nul, on voit rien, mais à la fois on dit qu'il faut y aller et que si on n'y va pas, on ne sera pas vraiment un médecin. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et donc ça, sûrement que vous l'avez éprouvé, moi je l'ai éprouvé, et quand j'ai fait ma thèse et mes entretiens, j'ai rencontré plus d'une centaine de médecins, dont certains sont sûrement déjà morts, et qui avaient aussi éprouvé ces ambivalences et ces paradoxes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces dissections ? On va, pour commencer, intégrer un nouveau code de perception. Le premier sens qui est sollicité dans les dissections, c'est l'odeur. Je pense que chacun d'entre nous qui est entré en salle de dissection, s'il y pense, ce qui va lui revenir en tête, c'est l'odeur. Une odeur qui est unique, qui est caractéristique, mais qu'on n'arrive pas à décrire. Donc là, c'est des verbatims de médecins, suffocante, pestilentielle, dégueulasse, ignoble, donc clairement pas une odeur agréable. Et donc, on va mettre en place un certain nombre de stratégies pour dompter son odorat, et donc les foulards, vous voyez la fille là qui se met dans son foulard, les mouchoirs avec du parfum, avec des huiles essentielles, les cols roulés, avoir du Vicks Vaporub dans sa poche. En un temps, on pouvait fumer pendant les dissections. Et puis ce garçon qui l'explique qu'il se débrouillait toujours pour se mettre derrière une fille qui sentait bon. Ensuite, l'autre sens qui est sollicité, c'est celui de la vue. Donc là, on va se débrouiller pour morceler ou pour euphémiser ce qu'on est en train de voir. Alors, ça peut être un morcellement virtuel. Vous voyez, là, on se met à distance et du coup, on verra rien ou très peu, mais quand même, on est là. Donc, on ajuste ce qu'on peut voir en fonction de ce qu'on sent qu'on a la capacité de voir. On peut aussi s'évanouir. Il y a des aides d'anatomie qui font faire les dissections en mettant des champs opératoires. On va aussi, dans sa tête, opérer ce morcellement et cette euphémisation en disant « je travaille sur telle zone, je travaille sur telle région » pour ne plus voir la réalité du corps. On va dire « je dissèque » au lieu de dire « je découpe ». On se débrouille. On va aussi, ça je l'ai observé dans plusieurs des entretiens, dire qu'en regardant ces corps, en fait, ils sont comme des cires. Ce qui est paradoxal parce que les cires sont faites pour être le plus ressemblantes au corps. Donc on inverse
l'objectif de ces cires. Une autre chose dont peut-être vous vous souvenez, mais peut-être moins, parce que peut-être ça se fait moins maintenant, c'est employer, pour parler de ces corps, le registre de la viande. Donc, au lieu de dire qu'on va disséquer des corps, on parle de viande, on parle de bidoche, on parle de barbaque. Dans l'histoire, on a toujours comparé les dissections et de la boucherie, et éventuellement, des étudiants ou des médecins peuvent faire cette homologie s'ils ont mal supporté ces séances. On a de tout temps comparé le chirurgien et les bouchers. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez la chanson « Dans un amphithéâtre, il y avait un Maccabée ». Non. Bon, certains la connaissent. En tout cas, le Maccabée, on le bouffera et aussi on le dégueulera. Moi, dans une des séances de dissection que j'ai observées quand j'ai fait ma thèse, à un moment, donc, des étudiants étaient en train de disséquer un abdomen. Et donc il y avait un garçon qui avait la pince et le bistouri, et puis il dégage le foie et les reins, et il commence à dire « Oh, vous avez vu les rognons, oh le foie, mais on dirait du foie gras ». Donc il commence à entrer dans ce registre alimentaire, les autres ricanaient un peu, et puis à un moment, il a fait, j'étais stupéfaite, mais il a fait semblant avec sa pince et son bistouri, sa fourchette et son couteau, de manger à l'intérieur du corps qui était ouvert sur sa table. Il ne l'a pas fait, bien sûr. Hein. Toujours, on raconte aussi des histoires d'étudiants un peu benés auxquels on a fait manger des morceaux dans la soupe. Bon, ça, on en trouve en France, on en trouve aux États-Unis, on en trouve partout de ces histoires. Une autre histoire dont peut-être vous avez entendu parler si vous avez des vieux grands-pères qui ont fait médecine ou si vous avez lu des livres très datés de Soubiran, qui est un médecin qui a raconté ces histoires de manière très romancée, mais de médecine, il en a fait des piles. En tout cas, il y avait une chose qui était la bataille de Bidoche, où on se jetait des morceaux de corps par-dessus les tables de dissection. Et que ce soit vrai ou pas vrai, ça nous est égal. En tout cas, l'idée, c'est de colporter l'histoire. En France comme ailleurs, on retrouve des histoires comme ça. Et puis aussi, qu'on trouve depuis le Moyen-Âge dans les récits d'étudiants en médecine, les dégoûts alimentaires juste après les dissections. Moi, un de mes informateurs m'a dit « Après, je ne pouvais plus manger de la daube ». D'autres, il y a tout un registre autour de ça. Je deviens végétarien pendant un moment et on trouve ces histoires de dégoût alimentaire, de vomissement après dissection par cette homologie dans des récits aussi du Moyen-Âge. Mais on n'est pas que dans ce registre-là, parce que cette épreuve, elle n'est pas univoque et elle va nous transformer. Parce qu'en même temps qu'on fait des blagues et qu'on dit c'est de la viande et tout ça, on est aussi dans le registre du respect et de la sacralité du cadavre. Quand on observe des étudiants en médecine, quand ils sont en train de disséquer, s'ils frôlent le cadavre, ils se retournent pour dire pardon. Moi, j'en ai vu qui se détournent pour éternuer au lieu d'éternuer sur le corps. Donc, on le considère pas comme mort. Les étudiants font aussi facilement le lapsus entre cadavre, malade, patient. Aux États-Unis, ils disent pas dissection, ils disent opération. Et puis, on peut voir aussi ces étudiants redonner une identité sociale à ces morts. Ils voudraient connaître leur nom, ils voudraient connaître leur maladie, ils voudraient connaître leur vie. Aux États-Unis, il y a des ateliers pour réhumaniser les dissections dans lesquels on fait écrire les étudiants à la première personne comme s'ils étaient le cadavre. Donc, l'idée, c'est de dire que ces cadavres sont des gens. Et les étudiants avec lesquels moi j'ai fait mes enquêtes, ils croient toujours reconnaître des vieux, des mendiants. Puis il y en a qui croient reconnaître son grand-père, sa grand-mère, donc des vrais gens. C'est que ce qui se passe dans la dissection, c'est fort, c'est puissant et ça va nous transformer. En témoigne l'odeur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, juste après les dissections, la tendance est de croire qu'on sent. On sent quelque chose et on peut avoir un petit passage un peu obsessionnel à base de lavage de mains. On peut se sentir les uns les autres parce qu'on croit avoir l'odeur aussi. Dans les traités de maladies professionnelles du XIXe siècle, on explique que les anatomistes vont être malades parce qu'ils ont respiré les miasmes putrides qui s'exhalent des corps. Donc l'idée, c'est qu'on frôle la mort. Avant, les piqûres anatomiques, c'était une réalité, on pouvait en mourir, on ne peut plus en mourir. Mais moi, j'ai entendu des étudiants dire « à la première piqûre, on peut y rester ». Donc on continue à croire cette notion de proximité de la mort. Et donc,
En faisant ces dissections, on risque de passer de l'autre côté, mais on surmonte et on devient plus fort et donc capable de guérir ceux qui sont malades. C'est une vraie transformation. Je vous laisse regarder cette citation notamment. Je me suis dit, vraiment, tu n'es pas comme eux. Ce sont des laïcs, toi tu es un clerc, ils ne comprendront jamais ce que tu fais. Tu es dans un autre monde qu'eux, tu sais des choses qu'ils ne sauront jamais. Et donc, ces étudiants transformés vont s'attacher à le faire savoir. Donc, je vous laisse voir des photos des années 60, et puis des photos qu'on m'a données, parce que j'ai posé la question, des années 70. Donc là, la photo était plus organisée de manière officielle, mais on voulait témoigner du fait qu'on l'avait fait et pouvoir montrer ça à ses copains qui n'étaient pas médecins pour dire qu'on était différents. Donc pour conclure, qu'est-ce qui se passe pendant ces dissections? Une forme singulière d'expérience de la mort, dont le paradoxe, c'est qu'elle se fait pendant les dissections qui sont organisées par la fac, mais bien sûr en marge, mais en même temps, dans le même temps qu'on apprend ce savoir, enfin en tout cas qu'on est censé l'apprendre, puisqu'on a vu que ce n'était pas l'endroit idéal pour apprendre l'anatomie, mais en tout cas la fac permet ça. Et on peut l'analyser, alors là on est en 10 minutes, donc c'était un peu compacté, mais comme un rite de passage, en ce sens qu'il départage à jamais ceux qui l'ont subi, qui l'ont surmonté, et qui sont devenus des médecins, et ceux qui ne sont pas des médecins et qui ne l'ont pas fait. Même si il n'est pas nécessaire de disséquer soi-même, mais c'est avoir assisté, en avoir parlé, faire partie de la cohorte qui. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que le savoir anatomique, médiatisé par ces séances de dissection, transforme les étudiants en médecine en initiés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, qu'en est-il du patient, maintenant? Quelle vision a-t-il de son corps, et en particulier, quel peut être son ressenti au cours de la consultation? L'anthropologue américain Edward Hall a décrit à partir de 1963 la notion de proxémie, qu'il définit comme notre façon d'occuper l'espace en présence d'autrui. Un des concepts majeurs en est la distance physique qui s'établit entre des personnes au cours de leur interaction. Dans notre référentiel occidental, on définit la distance intime, 15 à 45 cm, avec une grande implication physique et sensorielle. La distance personnelle, 45 à 135 cm, utilisée dans les conversations. La distance sociale, 1,20 m à 3,70 m, lors de l'interaction avec des amis, des collègues de travail. Et la distance publique, supérieure à 3,70 m, lors d'échanges en groupe. Je vous invite à regarder la distance autour de vous. Tout cela est donc bouleversé dans la consultation au cours de l'examen clinique, où la distance est nulle entre le médecin et son patient, et où le toucher est l'outil principal du thérapeute. Pourtant, leur relation est une relation sociale. Le contact avec le médecin est donc une intrusion dans son monde intime. Illustrons cela avec l'exemple du bébé. Le nouveau-né, contrairement à l'adulte, ne sait pas pourquoi le médecin le manipule. Il ne va percevoir que l'arrivée d'un étranger dans son espace. Que fait-il lorsque le médecin commence son examen? Il pleure. L'adulte, lui, ne pleure pas. Mais la consultation est un moment où il se met à nu à double titre. De par les problèmes qu'il vient exposer, somatiques ou psychologiques, mais aussi lorsque vient l'examen physique. Il livre son corps aux mains et au savoir du médecin. Il en attend un diagnostic. Le soignant va le manipuler, réaliser des tests aussi divers qu'incompréhensibles pour lui. Pensez à l'air interrogateur, voire ahuri de vos patients lorsque vous leur demandez de faire l'épreuve douanée. C'est un moment de stress inexprimé. Dans notre médecine et société moderne, le patient est dans une forme de dépossession de son corps le temps d'une consultation, qui n'est plus qu'un objet d'étude pour le médecin. Mais ce corps, on le modifie maintenant à loisir, pour en faire un outil de leur revendication de soi. Bodybuilding, chirurgie esthétique. Un corps vécu comme accessoire de la personne, dit David Le Breton, qui est un professeur de sociologie à l'université de Strasbourg. Objectisation choisie dans le monde social versus objectisation subie dans le monde médical. Comment le patient vit-il son corps chez le médecin? Docteur Christian Michel, vous êtes médecin généraliste, docteur en sciences sociales. Vous enseignez à la faculté de médecine et de sciences sociales de Strasbourg. Selon vous, comment le patient vit son rapport au corps lors de la consultation? Merci. Bonjour.
Merci à l'ISNAR pour l'invitation. Merci aussi d'aborder des thématiques qui rentrent dans le champ des sciences humaines. Ce n'est pas encore si fréquent que ça dans les grandes rencontres de médecins, dans des congrès. Quoique dans le domaine de la médecine générale, il y a de plus en plus des séquences, une ou plusieurs séquences où on aborde les problématiques avec l'éclairage des sciences sociales en général. La réponse à cette question est évidemment particulièrement compliquée. Je ne vais pas répondre par l'affirmative ou la négative, bien évidemment. Quelques réflexions. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec personne, pas avec l'ISNAR, pas avec l'HAS, pas avec l'INPES. Voilà, tout est clair, et encore moins avec l'industrie pharmaceutique. Voilà, ça c'est dit. Et je suis aussi ici, je dois un petit peu pallier à l'absence de David Le Breton, qui a déjà été cité, qui est quand même un peu là, devenu une des références, tout au moins au plan national, voire international, sur les questions d'anthropologie du corps, aussi les conduites à risque, l'adolescence, et sur ces thématiques-là. Il se trouve qu'on travaille ensemble depuis beaucoup de temps, et donc voilà, en particulier dans un laboratoire de l'université. Alors, je vais tout de suite commencer par le citer, comme ça j'ai rendu mon hommage, dans le cadre de ses fondamentaux en anthropologie du corps. L'existence de l'homme est corporelle, je cite, c'est le visage de sa vie. Toute autre existence passe par le corps. Le corps est producteur de sens. Ces productions de sens sont plus ou moins, c'est important cette affaire-là, plus ou moins contrôlées par notre conscience, mais il y a toujours une production de sens de la part de l'acteur. Je ne parle pas forcément du patient, je parle de l'acteur. Je reprends ici un peu des mots tels que, en particulier, je citerai l'une ou l'autre fois l'anthropologue Ballandier. Dans Anthropo-logique, on parle souvent de l'acteur, y compris dans la relation de soins. Donc ce qu'on peut peut-être faire ici, et c'est en prolongement directement de ce que vient de nous dire notre collègue, il n'y a pas de nature explicite et unique du corps, pas plus qu'il n'y a de nature humaine, tout au moins quand on a cette approche donc anthropologique, mais il y a des conditions corporelles. Et là je cite donc l'anthropologue strasbourgeois, rien, je crois que je l'ai noté là, rien n'est, je vous laisse lire, hein. C'est intéressant par cet aspect du mystère. On parle d'énigme aussi, et chaque société s'est efforcée avec son style propre de donner une réponse. On parle aussi de l'enracinement du corps, donc de l'incarnation. Le corps est une espèce d'évidence, ça semble aller de soi, sauf quand on est malade, sauf quand on est arythmique, sauf quand on est amputé, etc. Mais cette évidence, je cite encore, est souvent le plus court chemin du mystère. Je peux aussi, voilà, je finis, fin de citation. Le corps est aussi, alors là on a des images, hein, vous reconnaissez le Matisse en bas qui est toujours au musée de l'Ermitage, je pense, et puis une performance de rue avec un corps particulièrement singularisé. Le corps au cœur de l'action individuelle, de manière militante en l'occurrence là, et collective, avec un fort symbolisme social. Et le corps est aussi, pour le chercheur en sociologie, pour le chercheur en anthropologie, est également un analyseur de très grande portée, tout comme la maladie par ailleurs, pour mieux connaître la condition humaine. Les marques, on parlait de l'esthétique, les marques, les tatouages, les traces corporelles, l'esthétique, le vieillissement, les rituels, les fortes charges symboliques. Je pensais à une photo, donc, comme on en voit régulièrement, les Femen, quand
par rapport à Poutine, des choses comme ça, des formes de violence dans l'irruption du corps dans le champ social. Alors, voici quelques généralités, donc quelques fondamentaux autour de cette approche anthropologique. Je voudrais parler dans la relation de soins, ce qui nous interpelle. Alors, bien évidemment, dans l'intitulé de la question proposée, je ne commets pas l'outrecuidance de me substituer au patient. Par contre, je vais essayer de décrypter un petit peu ce qui se joue dans une consultation. On peut définir une consultation comme le temps et le lieu d'une rencontre. Temps, lieu, quelle durée, quel endroit. C'est pas n'importe où, c'est une certaine durée de temps, c'est pas 3 quarts d'heure forcément. Entre une personne qui a une plainte, qui a un motif de consultation, et quelqu'un qui est supposé savoir. C'est aussi une rencontre de connaissances profanes. Tout le monde a des connaissances sur le corps, sur la maladie, plus ou moins pertinentes, plus ou moins élaborées, tamisées par la culture. J'aime bien le mot tamisé par la culture, parce que la culture est un déterminant parmi beaucoup d'autres. Par l'âge, par la génération, de plein de façons. Voici pour la consultation. Voilà, ça c'est le genre de choses que vous avez déjà vues, j'imagine, dans votre cursus. On confronte d'un côté l'approche du professionnel, avec un motif de consultation, les antécédents, l'examen clinique, etc. Et de l'autre côté, la peur, l'angoisse, son histoire, sa biographie singulière, etc. Avec, de part et d'autre, tant du côté du soignant que du soigné, des représentations évidemment fortement chargées, encore une fois, en fonction de son sexe, de sa génération, de sa culture, etc. Petite digression, les représentations du corps sont souvent pas très éloignées quand on est dans le cadre de la médecine générale avec son patient. Il y a une espèce de proximité, et par exemple, les représentations du corps du chirurgien ou du dermatologue ou du cardiologue ne sont pas tout à fait aussi proches que celles du médecin généraliste. Je passe sur Laplantine. Vous avez entendu parler de François Laplantine? On passe. Alors, justement, j'arrive un petit peu à quelques questions cruciales que je voudrais poser pour tout à l'heure débattre. Ces questions cruciales. D'abord, une question de mots. On parlait ici d'appréhender le corps, livrer son corps, prêter son corps, prendre en charge le patient. Est-ce que ces mots sont pertinents, sont les plus à même? Voilà, je vous laisse débattre là-dessus. Subir une cure d'hernie inguinale ou que sais-je. Les mots sont importants ici. Il y a un président de la République, il n'y a pas longtemps, qui parlait de réparer les vivants. Personnellement, ça m'a un petit peu... Ça vous a pas... Vous vous souvenez d'avoir entendu ça? Donc à l'occasion donc, des attentats de Paris, après il fallait faire le travail psychique à la fois collectif et des personnes concernées de près ou de loin. Et il sortit cette image, cette métaphore de la réparation des vivants. Autre question cruciale, la nudité. À quoi ça sert de se déshabiller? Quel est le sens de la nudité? Comment la contourner? Comment se conduire avec la nudité? Par exemple, on parlait tout à l'heure, y compris avec le traitement du cadavre, de mettre un chant quand il y a un toucher pelvien, d'aborder un paravent, de fermer la porte à clé, d'expliquer au patient qu'on respecte sa pudeur, absolument. Et ça passe par quelques mots. On est ici donc du côté du corps réifié, du corps donc objectivé, que celui qu'on ne voudrait pas voir traité comme tel. Le corps touché, quelle est la partie du corps qu'on touche chaque fois qu'un corps est touché par n'importe qui, et en particulier dans la relation de soins, il y a une forme d'érotisation. Quand on touche, quand vous palpez le ventre d'un bébé, il y a également une forme d'érotisation de ça. C'est bien de le savoir, donc d'expliciter ses gestes et d'être toujours extrêmement clair là-dessus, quitte à s'encadrer d'autres personnes. La métaphore du garagiste, on en a parlé, lever le capot, changer une pièce, etc. Le corps mosaïque et mosaïque des organes, avec donc différentes approches de la souffrance, l'hypochondriaque, la névrose de conversion, etc. Je vais clore là-dessus, et puis j'interviendrai un petit peu dans le débat.
Pour moi, il n'y a pas de corps prêté, il n'y a pas de corps livré aux médecins ou à la société. Il y a un patient. De plus en plus, on parle d'acteurs, acteurs y compris donc dans le niveau de la gouvernance. On parle de la HAS reconnaît aujourd'hui comme le patient comme acteur principal de sa santé. Par là sont passées l'éducation thérapeutique du patient, les consultations d'addictologie, les stratégies motivationnelles, etc. On parle de sujet, on parle d'homme, d'acteur, incarné dans son corps, dans son âge, son sexe, sa culture et toutes ses singularités. Il n'est pas question d'enfermer l'homme dans son corps, pas plus que de l'enfermer dans son organe ou dans sa souffrance. Et ça, ceci toujours dans toutes les singularités. Au final, je voudrais juste faire un petit clore par un mot de bibliographie. Donc j'ai cité, il y a deux références en biblio, et je ne résiste pas au plaisir parce qu'on a fait passer un extrait du bouquin de Pénac, Journal d'un corps en faculté de médecine. Il y a des gens de la faculté de médecine ici? Vous vous rappelez d'avoir passé d'avoir eu le journal d'un corps de Pénac, qui est un texte à commenter. Voilà. Donc je vous recommande cette lecture. Elle est extrêmement réjouissante, jubilatoire, et c'est de l'anthropologie du corps, extrêmement, comment dirais-je, facile à lire, et ça évite, comme souvent, grâce à la fiction, à la littérature, de passer par les gros traités de sociologues ou d'anthropologues. Voilà, merci, pardon d'avoir dépassé de une minute. Alors, que se passe-t-il au cours de ce colloque singulier, la consultation? Deux représentations du corps vont se rencontrer. Celle du médecin, au fait de sa science, celle du patient qui se libre. Corps objet d'une part, corps sujet de l'autre, deux visions qui s'opposent. On conçoit bien les incompréhensions qui peuvent en découler. N'avez-vous jamais entendu de la part des patients « Docteur, vous ne m'avez même pas ausculté ». Les patients peuvent ressentir l'examen clinique comme une épreuve. On parle d'ailleurs bien d'examen. Il y a à la fois la pudeur, la gêne, la peur du diagnostic, de la douleur, mais ils y tiennent. Pourquoi? Dans l'imaginaire collectif, l'examen physique du médecin reste essentiel. C'est ce qui lui permet de sentir que ses plaintes sont analysées ou il fait tout simplement partie du check-up revendiqué par le patient. Le professeur Sicard a écrit à ce sujet, je cite, « Le malade, même s'il ne l'exprime pas clairement, reste insatisfait de l'absence d'examen clinique, car le passage par le corps est nécessaire pour rompre l'écran. Deux timidités s'offrent en effet dans l'examen clinique, celle du médecin et celle du malade. Dans un ballet étrangement professionnel, d'où le triomphe des ostéopathes et autres médecins de la relation au corps. » Fin de citation. Pour s'assurer de la confiance des patients dans la relation médecin-malade, il conviendrait de comprendre ce qu'ils recherchent dans la médecine alternative. Une étude nordiste a montré que 41% des patients interrogés se tournaient vers les médecines complémentaires et alternatives. Les raisons évoquées étaient entre autres le toucher, une relation différente entre le patient et le praticien. Ils trouvent donc une écoute, une relation de confiance. Pourtant, notre formation tend à nous entraîner vers un détachement et une vision objective du corps, ce que l'évolution de la médecine poursuit avec le morcellement du corps et même la télémédecine qui tend à faire disparaître le toucher. Tout l'enjeu semble donc d'être de se réapproprier le corps, les corps, tant pour le soignant que pour le soigné. Le médecin doit pour cela être conscient de sa propre vision du corps, mais également du ressenti du patient et de ses attentes. Rappelez-vous de vos profs de physiologie qui vous vantaient la puissance de l'examen clinique. Cette séance entraîne d'ailleurs beaucoup de non-verbal qui permet, selon une étude anglaise de 2015, en outre d'affiner son diagnostic, d'augmenter la satisfaction des patients à l'examen clinique. Alors toucher oui, mais pas n'importe comment. Professeur Régis van den Merch, vous êtes professeur à l'Université Lille 1, expert en bioéthique et en santé publique. Dans une médecine dématérialisant le corps où le patient, on l'a vu en deuxième partie, est dépossédé, décharné de son propre corps, comment redonner âme au corps pendant la consultation? Oui, bonjour. Effectivement, donc, je vais essayer de prolonger puis de lancer un petit peu le débat pour tout à l'heure ici, dans la mesure où l'essentiel a été dit. Vous allez être dans une unité de temps, de lieu, d'action. Vous allez vous retrouver en tant qu'acteur, au même titre que le patient, le soigné, je devrais dire plutôt,
vous allez vous retrouver seul, un peu comme un enseignant est seul dans sa classe, devant ses élèves. Et donc là, vous allez avoir une relation qui va être une relation d'acteur, où l'on attend qu'il se passe quelque chose. Alors effectivement, on a parlé il va y avoir une relation qui va se faire. Cette relation, on peut la schématiser, elle est à la fois verticale, puisque le soigné vient chercher des compléments de connaissances ou des informations que vous êtes supposé avoir. C'est une relation qui est verticale. Elle existe de fait. Donc on vient à cet endroit-là. On vient aussi chercher parfois à secours, une aide. C'est ce qui a été expliqué ce matin. Donc finalement, la relation, c'est la solidarité. Parce qu'on est dans un des rares endroits où on va pouvoir s'exprimer et puis dire qu'on a besoin d'aide. Vous avez peut-être vu tout à l'heure que dans les maladies chroniques, diabète, maladies cardiovasculaires, les troisièmes, c'était des maladies neurologiques. Or, ces maladies-là ne s'expriment pas facilement sous forme de symptômes qui sont conceptualisables et qui sont donc quantifiables. On ne peut pas mettre de petites croix ici là devant, mais donc vous allez devoir être là. On va toucher, oui, effectivement. Et donc, à partir de là, tous les mots vont avoir leur importance ici. Dans la vie, on ne touche pas. Vous entendez peut-être en ce moment toute cette campagne pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas ce contact entre hommes et femmes dans les transports publics ici. Et il y a très peu de contact dans la vie publique. On se touche difficilement. Et là, on est demandeur. Je viens d'entendre ici, docteur, vous ne m'avez pas ausculté. Ausculter, c'est écouter ici. Donc écouter, voir, toucher. Donc le soigné ici est demandeur de ce contact. Ici. Alors finalement, là, tous les mots vont être importants. Vous êtes médecin, vous allez vous retrouver, donc être détenteur de peut-être la solution à leurs problèmes. La solution n'est peut-être pas organique ici, mais peut-être qu'ils vont être amenés à rencontrer d'autres spécialistes, d'autres, je dirais, des infirmiers. Ah, infirmiers. Est-ce que ce n'est pas ceux qui s'occupent des infirmes ici? On va rencontrer des médecins cliniciens à l'extérieur. Clinique, c'est le lit. Or, on espère quand même qu'il va sortir de l'état horizontal pour passer au vertical. Et donc, on va être sans arrêt dans ce jeu de pièces, dans cette pièce de théâtre, dans laquelle on va jouer du vertical qui existe, et votre but, c'est de remettre debout et d'aplomb celui qui vient vous voir, et il l'espère. Et par rapport à ce côté horizontal dans lequel vous allez vous retrouver, cette pièce où vous êtes à deux personnes, parfois derrière un bureau, et on voit parfois un certain nombre de médecins qui restent derrière leur bureau. Le moment peut-être le plus important, là où le patient, le soigné, va s'exprimer le plus, c'est au moment du départ. Ici, au moment où part cette chaleur de main, ici, ce contact qu'il va y avoir, peut-être qu'en quelques secondes, le patient, le soigné, va dire autant que tout ce qu'il a pu dire dans les 10 ou 20 minutes précédentes. Du style, par exemple, docteur, je suis content que vous me l'ayez dit parce que ça fait combien de semaines ou combien de mois que ça mûrit et que ça m'empêche de dormir. Et le vrai problème était peut-être là, ici. Et or, on est dans une médecine dans laquelle celui qui va arriver, ici, qui est en face de vous, et qui est au même niveau, vous n'êtes pas sur une estrade, il va arriver, pour la plupart, ils auront déjà regardé sur Internet. Ils vont arriver avec un premier avis déshumanisé, donc qui est numérisé, et qui va être une espèce de premier diagnostic. De plus en plus, vous allez avoir en face de vous des personnes qui vont venir peut-être vérifier que ce qu'ils ont trouvé correspond à ce qu'ils ont eux-mêmes trouvé sur Internet ici. Et ils vont de plus en plus, vous allez être les seuls recours humains à pouvoir essayer de montrer qu'en face, ils ne sont pas que des corps. Le corps, à quel moment l'utilise-t-on dans la vie courante, en dehors de ce qui a été dit ici? On parle très souvent, à la fin de la vie, que fait-on du corps? Le corps. Le corps, c'est très souvent, dans la vie extérieure, assimilé au corps mort. Ici. On ne dit pas dans la rue, je vois des corps traversés ici. Donc ce sont bien des individus. Or, le corps, ici, il va être mis à disposition. Prête-moi ton corps. C'est le titre de notre travail ici. En effet, on ne peut jamais l'acquérir. On ne va jamais le donner. On ne va pas le vendre. Je vous rappelle que depuis Locke, en Angleterre et Rousseau, on n'est plus propriétaire de son corps. Ici. On l'oublie parfois. Mais l'humain,
pour pouvoir être libre au moment de la Révolution, donc a fait en sorte bien d'être désolidarisé de la terre et donc de pouvoir, donc on ne peut plus le vendre ou l'acheter ici. Et en cela, même les organes aujourd'hui, eh bien, n'ont été peut-être au niveau de la transplantation, ça n'aura été qu'une étape dans l'histoire de la médecine. On peut espérer que de moins en moins, on prélèvera un organe à mettre dans un autre organe, receveur et donneur ici. Parce que, effectivement, pour avoir de bons organes, il faut avoir des personnes qui meurent en bonne santé. C'est quand même c'est la loi pour pouvoir avoir ça. Donc, de plus en plus, on va passer à docteur, je viens chercher ici une aide. Quand c'est la nuit, où peut-on aller quand quelqu'un a besoin d'aide? Pas seulement physique, mais aussi psychologique. Les seuls endroits où c'est ouvert, ce sont les urgences. Ce sont les urgences. Et si vous êtes passé dans des services d'urgence, vous avez bien entendu, bien saisi, qu'il y a une écoute, on l'a dit tout à l'heure, et donc prête-moi ton corps, c'est aussi, je te confie ce qui est derrière mon corps. Mon corps exprime ce que j'ai peut-être du mal à dire ici à l'extérieur. La plupart des maladies neurologiques, difficiles à cerner. Ce sera peut-être là, peut-être votre plus grande difficulté. C'est Freud qui disait que pour les maladies neurologiques, il n'y a pas de limite entre le normal et le pathologique. Ici. Lorsque des neurophysiologistes, des psychiatres, des psychanalystes surtout, donc sont amenés à aller voir des délinquants, des criminels, pour évaluer leur degré de maladie mentale, savoir s'ils étaient ou non en charge de leur conscience. Dans un seul % des cas, ils décrètent qu'effectivement, ils n'étaient pas maîtres de leur conscience. Ce qui veut dire que nous sommes entourés de criminels qui réalisent des actes de pleine foi. Or, l'individu n'est absolument pas conscient de toute cette partie-là. Et donc, vous allez avoir à gérer donc des informations, des résultats d'analyse chiffrés, des résultats qui ont été pris sur Internet. Et tout ceci va établir une relation qui va être déshumanisée. Et le patient qui est devant vous, il a besoin, ce sera peut-être le seul endroit où on va lui parler d'humain à humain, ici, entre deux. Comment votre relation va changer? La médecine était réparatrice, elle était supposée réparer. Vous savez, le premier homme qui a pris un bâton pour pouvoir s'aider à marcher, quelque part, il a augmenté ses capacités. Il a eu besoin de personne. Ensuite, on a eu besoin d'une médecine pour pouvoir donc faire en sorte qu'on soit au mieux possible. Puis la médecine donc esthétique a fait en sorte qu'on ajoute quelque chose. Mais la chirurgie esthétique, c'est un mal-être. C'est une manière de dire, je vais corriger quelque chose qui ne va pas. Et qui va arriver dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années? Eh bien, ce sont des personnes qui auront entendu qu'il existe une possibilité, par exemple, de changer telle ou telle partie, d'avoir tel ou tel détecteur pour ne pas être malade, préventivement, parce qu'on ne sait pas faire de la prévention. Mais le patient, lui, le soigné, va demander à avoir accès à toutes ces techniques ici. Un homme nouveau va commencer à arriver, un patient nouveau va arriver. Je ne parle pas encore de l'homme de demain dont parle le transhumanisme. Je vous ramène à ça au docteur Alexandre, là, avec son livre sur la mort de la mort. Mais en cela, de plus en plus, on va essayer l'individu va demander à être plus performant. Et pourquoi? Parce que notre société demande à ce que l'individu soit de plus en plus performant. Et donc, il va venir chercher là ce qu'il ne peut plus par lui-même donner ou trouver en lui-même ici. Et donc, ce patient nouveau qui va arriver, il va être de plus en plus demandeur de tout ce qu'il voit à la télé, de ces dernières techniques, et d'être peut-être celui qui va vivre le plus longtemps possible, le mieux possible, ici, dans la meilleure santé possible. Parce que si on ajoute des trimestres en ce moment à l'allongement de la vie, on n'ajoute pas des trimestres ici en bonne santé. D'accord? Donc il faut bien comprendre que vous allez vous retrouver dans un cadre d'intimité, de dignité et de respect, mais surtout, pensez bien que vous allez avoir une pièce à jouer ici, et que cette relation qui est là entre vous, eh bien c'est une relation d'homme à homme ici, de femme à femme ici. Voilà, je continuerai peut-être tout à l'heure. J'ai dit. Bien, je vous remercie. Donc nous avons ici apporté quelques idées au débat. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez, vous aussi, participer
et vous laisser interagir avec nos intervenants avec la question suivante. Comment mieux vivre l'examen clinique dans votre pratique? Je vous laisse la parole. Alors, Adèle Bidegain, je suis interne en 3e semestre à Bordeaux, en médecine générale évidemment. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse absolue à cette question. Je peux juste vous parler d'une expérience récente qui m'est arrivée, qui a assez changé ma vision, enfin ma façon de faire au niveau de l'examen clinique. Alors, moi, comme toutes les filles ici présentes, on a commencé médecine à 18 ans. Moi, j'étais en tout cas assez timide et assez mal à l'aise avec le corps, et puis au fur et à mesure des études, on a appris à non pas toucher un corps, mais à l'examiner, donc à l'ausculter, à le palper. Et très vite, c'est devenu un peu notre quotidien, et donc assez froid, assez détaché de tout sentiment. Et puis, comme on disait tout à l'heure, de toute façon, on part du principe que les patients sont là pour être examinés. La plupart le savent, et la plupart sont demandeurs, donc quelque part, ils se laissent faire, entre guillemets. Et en fait, cet été, j'en parle un peu avec émotion parce que ça m'a beaucoup touchée. Cet été, j'étais en gériatrie et j'ai examiné un vieux monsieur qui était Alzheimer. Et donc, évidemment, interrogatoire très difficile. Et donc, je lui ai dit, ben voilà, monsieur, je vais vous examiner. Donc, j'ai fait le tour du lit. Et puis, le réflexe de d'habitude, j'ai déboutonné sa blouse pour l'ausculter. Et là, il a levé la main sur moi. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de me violer. Alors, c'est un terme qui est assez violent parce que c'était mon métier, puis moi je suis une jeune fille, donc qu'un vieux monsieur me dise vous êtes en train de me violer, c'était un peu... Et je suis ressortie de la chambre un peu... oui, mais enfin lui il a fait me taper quand même. Mais en fait avec le recul je comprends tout à fait, parce que si ça se trouve ce vieux monsieur, déjà entre le moment où je lui ai parlé et le moment où j'ai déboutonné sa blouse, il avait complètement oublié ce que j'étais en train de faire, qui j'étais. Et puis pour lui j'étais en train de rentrer vraiment dans son intimité, dans ce qui lui appartenait encore, c'est-à-dire son corps, son vêtement, sa blouse d'hôpital, mais sa blouse à lui quand même. Et depuis, j'ai remarqué qu'en fait, je ne déshabille plus les gens, je les laisse se déshabiller. C'est-à-dire qu'en ville notamment, je leur dis « allez-y, retirez le t-shirt ou remontez votre pull », mais c'est plus moi qui fais le geste qu'avant je faisais volontiers, c'est-à-dire que je remontais le pull, hop, je mettais mon stéto, hop, je rebaissais le pull, merci, au revoir. Et ça, en fait, je le fais plus parce que... déjà parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse, en fait. Et puis parce que je me rappelle toujours de ce vieux monsieur qui me disait... qui m'a dit vous êtes en train de me violer, vous êtes en train de violer mon intimité, en fait. Voilà. Donc, comment mieux vivre l'examen clinique? J'ai pas encore de réponse absolue, mais en tout cas, moi, c'est ma part de mon changement récent, c'est impliquer aussi le patient dans l'examen, le laisser un peu maître de son corps jusqu'au bout. Voilà. Vous voulez réagir du coup Oui, merci beaucoup de cette intervention qui permet de bien... Encore une fois, c'est les mots qui comptent. C'est un vieux monsieur, effectivement. Donc déjà, c'est un monsieur. Et ça, c'est très, très important. Ensuite, ce qu'il a exprimé, c'était peut-être simplement une toute petite étape intermédiaire. C'était est-ce que je peux vous aider à ouvrir? Donc on est bien dans la demande d'aide ici, effectivement. Donc c'est une relation, c'est un jeu entre deux personnes ici. J'ai bien aimé aussi quand vous disiez qu'effectivement, donc il est atteint d'Alzheimer. C'est pas un Alzheimer, non, c'est un vieux monsieur d'abord, qui est atteint d'une pathologie qui le rend de plus en plus dépendant. Or, là, il est venu visiblement tout seul ici. Donc il y a là des moments dans lesquels il est lucide, il va être de moins en moins lucide, et ensuite il va être dépendant. Et de plus en plus, dans le cas que vous évoquez, vous allez avoir quelqu'un de la famille qui va venir. Et encore une fois, le mot famille va prendre des connotations complètement différentes selon l'environnement dans lequel vous allez. La famille, pour quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer, très souvent, c'est une personne qui accompagne et qui a une 50aine d'années. C'est l'enfant, c'est le fils, c'est la fille d'une personne âgée, eh bien donc, qui fait ce qu'elle peut, en tous les cas, pour pouvoir aider une personne dépendante ici. Or, le mot famille, ici, est réduit à 2 générations, celle de 50 ans et celle de 80 ans, dans le cas d'un vieux monsieur atteint d'Alzheimer.
On va parler de famille lorsque, par exemple, on parlera de filiation, lorsqu'on parlera d'enfants, de complexes d'Oedipe, je ne sais pas, enfin de relations mère-fille. Et là, la famille va être des enfants de 3, 5, 6 ans, 2 ans, ici, par rapport à des personnes de 30 ans. Et c'est le même mot qui est utilisé ici. Donc quand on dira, effectivement, est-ce que la famille est au courant, est-ce que la famille peut nous apporter des enfants, ce n'est pas la même définition ici. Et dans tous les cas, que ce soit le petit ou que ce soit le grand, oui, effectivement, donc, mais il est en demande d'aide. Oui, monsieur, au premier rang. Anne. Enfin, vous pouvez. Ah non, monsieur, vous pouvez prendre la parole, excusez-moi. Jonathan Talgator, je suis interne à Nantes en médecine générale, je suis en 5e semestre. Moi, il y a pas mal de choses, enfin, super thématique, ça me plaît beaucoup. Il y a pas mal de choses qui m'ont troublé récemment et qui ont vraiment modifié ma façon de faire. Et du coup, j'ai des questions aussi. Je suis allé chez un médecin généraliste récemment, elle m'a demandé de retirer mon t-shirt et mon pantalon. Alors j'ai retiré mon t-shirt, elle m'a fait oui mais le pantalon aussi, j'ai retiré mon pantalon, ouais les chaussettes aussi, j'ai retiré mes chaussettes et en fait je me suis senti vachement nu. Enfin c'est con à dire mais je me suis senti mais vraiment mais comme un petit enfant, elle était derrière moi, j'étais ouais je suis quand même pas bien quoi, j'étais pas à l'aise alors que je suis médecin, je fais ça toute la journée et bon ok. Et du coup en fait du coup ça a un peu changé ma vision des choses. Et donc, il y a un modèle anglais, alors je crois que c'est un modèle anglais, mais j'ai entendu ça et ça m'a un peu changé ma vie. C'est qu'en fait, je demande de retirer le t-shirt, ensuite je fais remettre le t-shirt, je fais retirer le pantalon, ensuite je demande de remettre le pantalon. Et en fait, ça a changé ma façon de faire et je suis vachement plus à l'aise. C'est vachement cool. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les touchés pelviens. Où globalement, c'est assez spécial en gériatrie. Il y a certains gériatres qui c'est touché rectal systématique. Aux urgences, il y a certains urgentistes, c'est toucher rectal systématique. Alors, que je sache aussi, en Angleterre et au Japon, on fait un toucher rectal. Avec la justice, ça serait un peu compliqué. Donc on touche un petit peu à un problème de culture, c'est-à-dire que dans certaines cultures, mettre un doigt dans les fesses de quelqu'un, c'est pas un acte médical, c'est un viol. Et du coup, ça pose la question du corps, de qu'est-ce qu'on accepte de faire, jusqu'où. Moi, j'ai un de mes prates, quand je lui ai dit que non, que mettre des doigts dans le cul à tout le monde, c'était pas cool, elle m'a dit que j'étais prude. Voilà, j'étais un petit peu dubitatif. Mais du coup, ça pose vraiment la question de rapport à notre corps, au corps des autres et d'où on peut aller, même pour un acte médical. Oui, retirer un fécalome, en même temps, il y a la SP. Bon, c'est une question, hein. Maintenant, on ne le fait plus. Bon, ok. Et du coup, j'ai aussi une autre question, c'est le rapport à la sexualisation des rapports. Enfin, la sexualisation, je pense que c'est un tabou en médecine, on n'en parle jamais. La sexualisation avec les patients. Quand j'étais en pédiatrie, j'ai bossé avec des adolescentes. J'ai été mal à l'aise plus d'une fois. J'ai été mal à l'aise vraiment plus d'une fois. Mais ensuite, j'ai fait de la médecine générale, où je me suis retrouvé seul avec des adolescentes. L'examen clinique, tout de suite, c'était vraiment plus compliqué, parce qu'elles n'avaient pas d'habitude de leur corps. Et voilà, j'avais eu des souvenirs où clairement, c'était quand même très bizarre. Et du coup, je voulais savoir comment faire dans ma pratique avec ce genre de problématique-là. Alors, avant, ça ne me posait pas de problème. Maintenant, ça me pose un petit problème où je me dis, mais à partir du quand elle va sentir que je l'agresse, à partir de quand elle va sentir, enfin, où est la limite des rapports et ainsi de suite. Voilà, il y a pas mal de choses à dire. La question des touchés pelviens, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un gros buzz il y a quelques semaines. C'est parvenu jusqu'à vous? Il y a un rapport de la conférence des doyens qui disait, je dis à ça de tête, entre 20 et 33% des touchés pelviens, vaginaux et rectaux ont été faits sur des personnes ou soit pas informées, soit non consentantes. Donc ça va dans le sens des deux interventions. Voilà, ça fait un petit pataquès. Il semblerait qu'il y ait des mannequins, des choses comme ça. C'est une des alternatives. À mon avis, c'est intéressant, mais c'est une partie infime de la réponse. L'autre question, c'est le statut du corps, cette anthropologique. Est-ce qu'elle fait partie de la pratique soignante? Oui ou non? Et donc vous donniez tous les deux des exemples fort intéressants. Je disais, moi j'ai appris un truc d'un de mes maîtres, comme on disait à l'époque, que j'ai eu toujours beaucoup d'admiration, d'estime, par ses qualités humaines, un gastro-entéro, donc fatalement il y avait des intrusions dans le corps, et il m'a dit, tu vois, tu feras toujours comme moi. Il a sorti un chant,
j'ai recouvert les fesses du monsieur, il a fait son toucher, les gants, il a expliqué avant ce qu'il faisait, pourquoi. Et je pense que la parade, plutôt que le mannequin, c'est d'expliquer, de savoir, voilà, que tout le monde, on soit dans des représentations approchantes. Moi, dans mon cabinet, j'ai un chant, quand je le retrouve, sinon je me pars avant, je parle à mon patient, et puis je fais un truc, pas depuis très longtemps, je ferme la porte à clé. Parce que c'est déjà arrivé que la secrétaire tape ou des choses comme ça. C'est extrêmement... Pardon? Oui, alors ça fait marrer certains parfois, effectivement. Ah, docteur, vous nous laissez tous les deux tout seuls? Voilà. Non, mais attendez. Non, mais évidemment, c'est pas avec des femmes, c'est pas avec des ados. Enfin, évidemment, vous avez raison. Au-delà de l'aspect carabin du rire. Enfin, dans cet aspect-là des choses, comment dirais-je, il y a une évolution aussi dans le temps. Aujourd'hui, les touchés pelviens, moi je disais à Anne, la dernière fois que j'ai fait un toucher vaginal comme médecin généraliste, ça remonte à il y a, je sais pas, 2 ou 3 ans. D'abord, c'est plus la même pratique qu'il y a beaucoup d'années. Il y a des gynécos, etc. Mais c'est pas souvent très contributif. Et donc de faire systématiquement un toucher pelvien aux urgences, enfin, c'est du vétérinaire, ça. C'est inacceptable. Je peux développer encore là-dessus parce que pour être praticien et soignant, j'ai aussi été patient, usager du système de soins, mais je ne vais pas raconter ces scénettes, mais je pense qu'on en a tous ici à raconter. Donc c'est important de retrouver cette logique de la condition humaine au préalable du soin. C'est ça l'anthropo-logique de Ballandier. Hein. Et c'est juste bien d'avoir ça en filigrane. Alors évidemment, quand il y a la barrière de l'âge, la barrière du sexe, la barrière de la culture, c'est encore évidemment beaucoup plus compliqué. Mais tout peut se dire, tout peut s'argumenter, et on peut refuser un examen aussi. Voilà, c'est quelques pistes, quelques jalons, mais c'est des cas singuliers, toujours. Merci beaucoup. Donc du coup, je vais donner la parole à celui que j'ai oublié tout à l'heure. Bonjour, merci pour vos interventions. Je suis chef de clinique à la faculté de médecine de Grenoble, département de médecine générale. Simplement pour rebondir sur ce que vous veniez de dire à l'instant, il y a un autre aspect qui est aussi important et qui prend de plus en plus de poids en dehors de l'aspect social, anthropologique. Il y a l'aspect légal qui vient de plus en plus être marqué. Dans le cadre de ma formation, on me demande de faire un Master 2. Je le fais auprès de Sciences Po Grenoble en politique publique de santé. On a des cours de droit. Donc, je suis le seul médecin de cette formation. Un certain nombre de personnes viennent du milieu de la santé au sens large en formation continue, d'autres étudiants en formation initiale. Et c'est vrai que les cours de droit et ce qu'on nous apprend dans ce cadre des cours de Master 2 en cours de droit, c'est typiquement la notion de dignité et tout ce qui s'y rapporte. C'est le fondement de tout ce cours-là. Enfin, voilà, simplement faire cette allusion par rapport au droit, parce que c'est un élément qui prend sa place. L'autre élément que je voulais, en fait, qui motivait mon intervention, c'est par rapport à la question posée. Je vis actuellement mon installation, en fait, en pratique libérale. Depuis un mois, j'ai ouvert mon cabinet. Et en fait, cette notion de vivre l'examen clinique et comment le pratiquer, finalement, c'est quelque chose qu'il faut énormément anticiper et penser dans sa pratique quotidienne. Quand on est en tant qu'interne, étudiant en médecine, on subit un petit peu l'organisation de son praticien, même si on pratique aussi à sa manière. On reproduit malgré tout un petit peu ce qu'on a vu, ou en tout cas une certaine manière qu'on imagine être la bonne. Et le moment de l'installation, au final, c'est un moment où on peut remettre tout cela à plat et se dire, moi, j'ai pas envie de faire telle chose. J'ai envie que pour qu'ils se déshabillent, les gens y aient un paravent. J'ai envie effectivement qu'il y ait tel type de matériel, une table d'examen qui soit peut-être un peu plus large pour les personnes obèses, pour pouvoir examiner des enfants. Et tout ça, ça rentre en fait de comment vivre l'examen clinique dans la pratique. L'autre exemple, un petit peu, je vous donne un élément purement matériel, mais ce qui me pose actuellement souci, au bout d'un mois d'installation, c'est les fenêtres.
les fenêtres, non mais c'est très sérieux, c'est entre ne pas avoir de visibilité parce que je ferme les rideaux et du coup, parce que ayant des fenêtres qui donnent sur le parking du cabinet, au final, si je veux avoir un minimum d'intimité, voilà. Mettre des films, ok, se dire qu'on travaille dans un bocal toute la journée, avoir aucune visibilité. Finalement, l'intermédiaire que j'ai choisi, c'est de mettre des films polarisés pour qu'on ne puisse pas voir de l'extérieur. Alors finalement, c'est assez déstabilisant parce que les gens, quand on est à l'intérieur, parfois je suis quand même obligé de fermer les rideaux parce qu'ils ont l'impression d'être... Il y a un moment d'appréhension, de dire mais non, on ne vous voit pas de l'extérieur, vous inquiétez pas, mais c'est quand même un peu surprenant pour les gens, quoi. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire... Bon, déjà, d'une part, installez-vous si vous souhaitez faire de la médecine libérale. Et d'autre part, réfléchissez à tout ça parce que ça fait partie de l'installation et c'est pas rien. Juste 2 mots. Oui, juste devant, je pense que le professeur Kern a dit là, effectivement qu'il y a... c'est une vraie pièce de théâtre, c'est une scène, on est en scène ici, et donc ça en fait partie. Mais il y a un acte avant et il y a un acte après. Les acteurs ont eu une vie juste avant et on est obligé d'en tenir compte. Et on ne connaît pas l'histoire d'avant. Mais par contre, le décor, et oui, il a au moins autant d'importance que le reste. Tout reste. Merci. D'autres questions? Oui, allez-y. Je vais essayer de faire vite. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de prendre la parole. Alors simplement, pour rester dans le comment mieux vivre l'examen clinique, que ce soit du point de vue du patient ou du point de vue du soignant pour moi, je pense que ça passe beaucoup au niveau de la parole. C'est-à-dire que au départ, dans la consultation ou même dans le milieu social, quand on rencontre quelqu'un, on parle avec lui et en face de nous, on a quelqu'un qui est habillé. Enfin, le rapport au corps est différent de quand on est en consultation et que la personne est nue. Et du coup, je crois, de ma grande expérience clinique d'interne de 5e semestre, qu'il faut, dès le départ, dans la relation, donc expliquer le pourquoi est-ce qu'on a besoin d'accéder au corps nu ou en partie nu du patient, juste vraiment de le formaliser verbalement. Et ça, je pense que déjà, ça fait énormément dans la relation et dans comment le patient va vivre la partie déshabillée, enfin je ne sais pas trop comment dire, de l'examen, et même pour nous. Et en fait, moi, cette réflexion m'est venue puisque plusieurs fois, les patients plutôt, ont pu me dire je suis désolé docteur, je ne suis pas bien épilé, ou je sais. Alors que nous, on s'en fout complètement. Mais c'est que je n'avais pas mis assez à distance la relation sociale au corps nu, alors que nous, c'est une relation professionnelle médicale. Voilà. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça, quand tu disais que le vieux monsieur qui avait des troubles cognitifs a mal réagi, c'est bien parce que la relation, le lien oral, enfin le contact oral n'a pas pu être là, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu enregistrer les informations que tu lui as dit. Et du coup, c'est comme si dans la rue tu déshabilles quelqu'un, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le pourquoi on le fait. Non mais c'est vraiment ça. Donc je pense, en fait, c'était juste ça que je voulais dire, c'était que je pense que la parole a une place extrêmement importante, de toute façon dans la pratique médicale, mais dans la facilitation de l'examen clinique en médecine, et en médecine générale, c'est beaucoup. Je donne la parole à droite. C'est au fond du rang. Bonjour, Yann de Lille. J'ai une petite question. Donc, docteur Godot, vous parliez de l'initiation qui était induite par le passage du rite de la dissection. Et que donc la formation médicale changeait notre regard sur le corps. Pour ce qui me concerne, moi je ne me suis pas senti bien formé à l'appréhension du corps en consultation. On a aussi beaucoup appris au contact de nos pairs lorsqu'on était externe, qui, pour ma part, étaient souvent des chirurgiens qui avaient une approche du corps qui était bien particulière.
Donc finalement, la finalité, c'est que lorsque j'ai eu terminé mes études, même après être passé au contact des médecins généralistes dans les cabinets de ville, j'ai toujours eu, pas des difficultés, mais disons que j'ai toujours eu une certaine appréhension à être mis en difficulté lors de certaines consultations. Alors la question, c'est est-ce qu'il y a des déterminants qui sont propres à chacun concernant notre vécu, qui font que il y a des gens qui auront toujours des difficultés, ou alors c'est la formation médicale qui est mal faite, et comment on pourrait l'améliorer pour que chaque personne puisse avoir des outils pour être plus à l'aise. Je ne sais pas si... Parce que vous avez un regard extérieur, vous avez vu, vous avez assisté, c'était votre travail de thèse. Est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer quelque chose ? Ah bah sûrement, hein. Moi je suis une fille optimiste, je crois toujours qu'on peut améliorer les choses. Je pense qu'il faut pas, c'est pas parce qu'on dit que telle ou telle chose est un rite de passage que ça veut dire que tout est fait, d'accord ? Donc ça nous rend différents de l'avoir fait ou d'y avoir assisté, pour autant ça ne nous donne pas une compétence. Donc après, il faut travailler, et tout est à construire. C'est comme un, je sais pas comment dire, c'est comme un droit d'entrée, c'est comme symboliquement, c'est ça. Ça fait de nous des gens qui deviennent différents parce qu'ils ont un savoir, celui-là. Mais pour autant, ça ne donne aucune compétence. Et donc, et après, quand moi j'ai discuté avec tous ces médecins et tous ces étudiants de comment ils l'avaient vécu, les dissections. Il y a tout un large panel d'éventail avec pourtant tous des gens qui sont devenus médecins. Donc de gens qui n'ont pas supporté d'y aller, qui n'ont pas voulu y aller, qui étaient en opposition, de gens qui ont pris un plaisir formidable, de gens qui en ont fait des cauchemars pendant des années, de gens qui ont envisagé d'abandonner, des gens qui ont abandonné, Berlioz par exemple, et il n'a pas supporté ses premières dissections, et il a dit « c'est comme ça, je ne ferai pas médecine comme mes parents m'ont dit, et je serai musicien ». Donc il y a tout un panel, parce que la formation nous donne cette possibilité, mais ensuite chacun la gère et la métabolise comme il peut et en fait ce qu'il peut. Et la chance ou la force qu'on peut avoir, c'est de passer ce moment en groupe. C'est de pouvoir en discuter les uns avec les autres, de se moquer les uns les autres, mais de se soutenir en fait. Et de se dire, bah oui, c'est pas facile, parce que c'est vrai, c'est pas facile. On est étudiant en première année, c'est pas du tout rigolo d'aller faire ces dissections. On rigole, mais c'est dur. Et donc, pouvoir s'épauler les uns les autres, ça permet de passer. Mais en rien, ça ne remplace tout ce qui va se produire après autour de apprendre à soigner les gens et à les examiner et tout ça. Je ne pense pas avoir répondu à votre question, mais bon. Je vais laisser monsieur le professeur Van den Merch qui veut dire un petit mot aussi. Oui, je crois que ce n'est pas par hasard qu'on parle de ritueli. Le ritueli, c'est on ouvre une porte. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais donc on accède à quelque chose. C'est ça une initiation. L'initiation, c'est le fait d'accéder à un monde. Et puis, comme par exemple les initiations en Afrique, bien, ça y est, l'adolescent devient adulte, mais il n'a pas encore vécu sa vie d'adulte. On lui livre le package, là, comme ça. Alors là où c'est intéressant de parler de ritueli, c'est parce que le corps est encore peut-être l'élément sacré qui dépasse et qui transcende complètement tous les individus d'une société, qu'ils soient croyants ou pas croyants, que ce soit cultuel ou pas, que ce soit culturel ou pas, ici. Le corps est sacré, ici. Et on sent, et ça n'a pas de connotation religieuse, ce mot-là. Mais c'est pas innocent si on parle de tout ça ici. La différence, c'est qu'effectivement, par la dissection, vous accédez au mort, le corps mort, au mort. Lorsque vous allez rencontrer des personnes qui ont connu un deuil ou qui vont connaître bientôt un deuil, eux, ils vont connaître la mort. Et ce n'est pas la même chose dans notre société. Merci beaucoup. Je crois qu'on pourra accepter une dernière question et après je serai forcé de conclure malheureusement. Bonjour, Racha, interne à Bordeaux en 3e semestre. Moi je vais rejoindre ce que disait mon collègue tout à l'heure sur l'importance, je pense, de la communication. J'ai une situation il n'y a pas très longtemps au cabinet qui me l'a rappelé, effectivement. C'est vrai que peut-être avec le temps, c'est vrai qu'on rentre en médecine, on a un petit peu plus mal à l'aise peut-être vis-à-vis du corps, et au fur et à mesure de nos études, on s'habitue à examiner ce corps, à le toucher, à le sculpter, et ça nous paraît normal.
Et on finit peut-être parfois par oublier d'expliquer aux patients pourquoi on le fait. Donc l'autre jour, j'avais un patient qui arrivait pour une symptomatologie de hernie inguinale d'un côté qui le gênait. Donc je l'examine du côté qui le gênait, pas de souci. Puis évidemment, je regarde de l'autre côté s'il n'a pas une hernie asymptomatique. Et là, tout d'un coup, le patient sursaute et se met à glousser en gigotant. Donc je me demande si je lui ai fait mal. Et puis en fait, il ne s'attendait pas du tout à ce que j'aille regarder de l'autre côté, alors que pour moi, dans ma tête, c'était tellement évident que j'ai pas du tout pris la peine de lui dire je vais regarder de l'autre côté parce que souvent c'est bilatéral, tout ça. Et en fait, ça a un peu coupé court à mon examen parce que lui était mal à l'aise en fait. Il me regardait en disant je suis désolée, ça me chatouille, ça me chatouille. Même après que je lui ai expliqué, il n'arrivait pas du tout à se calmer. Enfin, il était resté inexaminable de ce côté-là. Et puis même moi, j'étais mal à l'aise. Je me disais, ça avait un peu cassé ce côté très ritualisé de l'examen où voilà, ça se passe. On examine un côté, puis l'autre, tout ça. Donc je pense effectivement voilà, que de garder cette communication avec les patients, c'est ce qui permet de faciliter les choses. Souvent, c'est quand les patients comprennent mal qu'ils n'adhèrent pas trop à ce qu'on fait comme examen. Donc voilà. Merci beaucoup. Est-ce que l'un de vous veut réagir? Peut-être monsieur Juste un mot sur les mots. Communication est un paradigme, je ne sais pas s'il est très opérant. On préfère parler ici de relations soignantes, moi, je parle de rencontre. Je choisis ce mot délibérément parce que la rencontre, elle est globalement, elle est volontaire de la part de l'un et de l'autre. Enfin, ils se choisissent mutuellement et ça permet d'avoir une relation opérante, thérapeutique, une alliance. Alors après, il y a des concepts là derrière, thérapeutique opérante. Voilà. Je suis un peu à cran sur les mots. Merci beaucoup. Bon, je suis vraiment désolé pour ceux qui auraient encore beaucoup de questions à poser, mais on arrive à la fin de cet atelier. Je vais donc conclure. Nous avons pu voir au long de cet atelier l'importance de la connaissance des enjeux au cours d'une consultation de la relation au corps entre le médecin et le patient. Pour le médecin, être conscient de sa propre relation au corps, mais également être conscient de la manière dont le patient peut vivre le contact du soignant est une richesse. Cela va lui permettre de le considérer en globalité, malgré les fractions de son monde intime. Vous pourrez retrouver une bibliographie de cet atelier sur le stand de l'ISNAR IMG. Avant de partir, n'oubliez pas, le corps est intime, prenez-en soin.